Connais-tu cette sensation de t'asseoir face à ce que tu dois faire? Ouvrir le cahier, allumer l'ordinateur, regarder la page blanche et ne ressentir absolument rien? Aucune émotion, aucun enthousiasme, aucun rejet non plus. Juste un vide étrange accompagné d'une idée très claire. Je devrais commencer. Et pourtant, tu ne commences pas. Pas parce que tu es paresseux, pas parce que ça ne t'importe pas, mais parce que quelque chose en toi attend. Attend l'envie, attend la motivation, attend cet élan intérieur qui, soi-disant, devrait apparaître avant d'agir. On t'a dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Que d'abord tu te motives et qu'ensuite tu deviens discipliné. Que la discipline naît du désir, de l'envie, de la bonne inspiration. Et pendant des années, tu as accepté cette logique sans la remettre en question. Mais si elle était vraie, quelque chose ne colle pas. Parce que les personnes les plus disciplinées que tu connais ne semblent pas vivre dans un état constant de motivation. Elles ne sont pas toujours inspirées. Elles n'ont pas toujours envie. Elles ne se sentent pas toujours bien. Et pourtant, elles agissent. Elles s'entraînent quand ça ne leur fait pas envie. Elles étudient quand elles sont fatiguées. Elles travaillent quand personne ne les pousse. Alors la question n'est pas « comment obtenir plus de motivation ?», mais quelque chose de bien plus inconfortable. Et si la motivation n'avait jamais été à l'origine de la discipline ? Avant de continuer, réponds honnêtement à ceci. Quand tu penses à la discipline, penses-tu à quelqu'un débordant d'énergie ou à quelqu'un qui fait simplement ce qu'il y a à faire, sans bruit ? Parce que cette différence change tout. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de phrases inspirantes, ni de « trouver ton but », ni de te sentir puissant chaque matin. Nous allons parler de la manière dont le cerveau fonctionne réellement chez quelqu'un de discipliné et pourquoi attendre la motivation est l'un des pièges mentaux les plus courants et les plus destructeurs qui existent. Si un jour tu as eu l'impression que le problème c'était toi, que tu n'étais pas constant, qu'il te manquait quelque chose, reste. Parce que lorsque tu comprendras cela, la discipline cessera de ressembler à une bataille intérieure et commencera à sembler inévitable. L'idée que la motivation est à l'origine de la discipline paraît logique, mais seulement parce que personne ne t'a expliqué comment les choses fonctionnent réellement. La motivation est émotionnelle, et les émotions ne sont pas stables. Elles changent avec la fatigue, avec le stress, avec une mauvaise nuit, avec une petite frustration. Fonder quelque chose de sérieux, comme étudier, s'entraîner ou travailler sur le long terme, sur un état émotionnel instable, c'est comme essayer de construire une maison sur de l'eau. C'est pour ça que tant de gens commencent fort et disparaissent tout aussi vite. Voici une vérité que presque personne ne dit à voix haute. La motivation n'est pas une cause, c'est un effet. Elle n'apparaît pas avant l'action, elle apparaît après. Mais comme cet ordre est inversé dans l'esprit de la majorité des gens, ils restent à attendre quelque chose qui n'arrive jamais. Quand ils n'en ont pas envie, ils interprètent cela comme un signal. Ce n'est pas le bon moment. Aujourd'hui, je ne suis pas performant. Demain sera mieux. Et sans s'en rendre compte, ils entraînent un schéma dangereux. N'agir que lorsque l'état émotionnel est favorable. Le cerveau apprend vite, il apprend qu'il peut repousser, qu'il peut négocier, qu'il peut éviter l'effort s'il n'y a pas de récompense émotionnelle immédiate. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est de l'apprentissage. Et plus tu répètes ce schéma, plus il devient difficile de le briser. C'est ici qu'il se passe quelque chose d'essentiel. La plupart des gens n'échouent pas par manque de discipline, mais parce qu'ils ont conditionné leur action à ce qu'ils ressentent. Et comme se sentir bien n'est pas constant, l'action ne l'est pas non plus. Les personnes disciplinées fonctionnent différemment. Elles n'attendent pas de se sentir prêtes. Elles n'interprètent pas la résistance comme un signal d'arrêt. La résistance n'est pas un message, c'est simplement une friction initiale. Mais pour comprendre pourquoi cette friction existe, et pourquoi elle ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez toi, nous devons parler d'un principe qui gouverne presque tout comportement humain. Un principe simple, physique, qui s'applique aussi à ton esprit. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans ce modèle mental, une métaphore qui explique pourquoi commencer est si difficile et pourquoi, une fois en mouvement, tout change. Pour comprendre pourquoi commencer paraît si difficile, tu dois comprendre un principe qui n'a rien de mystique, l'inertie. Imagine une roue énorme, lourde, complètement immobile. La mettre en mouvement à partir de zéro demande un effort disproportionné. Mais une fois qu'elle commence à tourner, la maintenir en mouvement devient beaucoup plus facile. Ton comportement fonctionne exactement de la même manière.
La plus grande dépense d'énergie mentale ne se trouve pas dans la poursuite d'une tâche. Elle se trouve dans le fait de la commencer. C'est pour ça que penser à étudier te fatigue plus que d'étudier 5 minutes. C'est pour ça qu'ouvrir le document paraît plus lourd que d'écrire une fois qu'il est ouvert. C'est pour ça que la première minute semble éternelle et que la suivante passe en un éclair. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est l'inertie à zéro. La majorité des gens interprètent cette résistance initiale comme un signal d'alarme. Ça va être difficile. Je ne suis pas prêt. Je ferai ça plus tard. Mais cette résistance ne signifie rien de profond. C'est simplement le cerveau qui réagit à un changement d'état. Ton cerveau est conçu pour économiser de l'énergie. Il préfère ce qui est connu. Et tout début est, par définition, incertain. C'est ici que se produit l'erreur critique. Les gens essaient de résoudre ce problème en générant de l'émotion avant d'agir. Ils essaient de se convaincre, de se motiver, de s'inspirer. Mais c'est comme pousser la roue, sans la toucher. La véritable discipline ne commence pas avec l'envie. Elle commence avec le mouvement. Un mouvement petit, contrôlé, presque ridicule. Ouvrir le cahier, s'asseoir, écrire une ligne. Pas pour avancer, pour briser l'inertie. Parce qu'une fois que la roue tourne, quelque chose change. Le cerveau cesse de percevoir la tâche comme une menace future et commence à la traiter comme une activité en cours. La friction diminue, la tension se stabilise et, curieusement, une nouvelle sensation apparaît. Pas de l'euphorie, pas de l'enthousiasme, quelque chose de bien plus silencieux. Puisque j'y suis, je continue. C'est ce que la plupart des gens confondent avec la motivation, mais elle n'est pas arrivée avant. Elle est arrivée après. La discipline ne consiste pas à ressentir quelque chose de spécial pour commencer. Elle consiste à commencer sans négocier avec ton état émotionnel. Dans la prochaine partie, nous allons approfondir ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau lorsque tu fais cela de manière répétée. Car le changement n'est pas seulement comportemental, il est psychologique. Et une fois qu'il se produit, tu ne dépends plus jamais de la motivation pour avancer. Lorsque tu commences à agir sans attendre la motivation, quelque chose de très précis se produit dans ton cerveau. Ce n'est pas de la force de volonté, ce n'est pas du caractère, c'est un changement d'état. Tant que tu restes immobile, à douter, à te demander s'il faut commencer ou non, ton cerveau fonctionne dans ce que l'on pourrait appeler le mode survie. Dans ce mode, tout effort supplémentaire est interprété comme un risque, non pas parce que la tâche est dangereuse, mais parce qu'elle consomme de l'énergie mentale. C'est pour cela que surgissent des pensées comme « plus tard, ce sera mieux »,« je ne suis pas performant »,« ce n'est pas le bon moment ». Ce ne sont pas des excuses conscientes, ce sont des mécanismes automatiques. Mais lorsque tu commences, même sans envie, le cerveau reçoit un signal différent. C'est déjà en train de se produire. Et le cerveau s'adapte au contexte bien plus vite que tu ne l'imagines. Il cesse d'évaluer s'il devrait commencer et commence à se demander comment continuer. Ce changement est énorme, parce qu'évaluer consomme beaucoup plus d'énergie qu'exécuter. Quand tu dépends de la motivation, chaque action devient une décision émotionnelle. Chaque jour est un débat intérieur. Chaque session exige de la persuasion, et cela épuise. Pas à cause du travail en lui-même, mais à cause de la friction constante entre ce que tu sais que tu devrais faire et ce que tu ressens à cet instant. Mais lorsque tu agis d'abord, sans négocier, tu élimines ce conflit. La discipline ne demande pas la permission à ton état émotionnel. Elle passe simplement à l'action. Et une fois que l'action est réelle, le cerveau sort du mode survie et entre en mode exécution. Dans ce mode, l'attention devient plus stable. La résistance diminue, la tâche paraît plus claire. Non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle a cessé d'être incertaine. Cela explique pourquoi, bien souvent, tu te sens mieux pendant le travail qu'avant de commencer. Et cela explique aussi pourquoi attendre la motivation te maintient prisonnier. Car tant que tu attends de ressentir quelque chose de différent, ton cerveau ne change jamais d'état. Dans la prochaine partie, nous allons aborder un point décisif. Pourquoi la force de volonté n'est pas la solution et comment les personnes disciplinées construisent des systèmes qui font qu'agir devient la norme, pas l'héroïsme. C'est ici que la majorité se trompe une fois de plus. Quand quelqu'un réalise que la motivation ne fonctionne pas, il pense souvent que l'alternative est d'utiliser davantage de force de volonté. Être plus dur, s'exiger davantage, serrer les dents. Mais la force de volonté est une ressource limitée. Elle s'épuise à chaque décision émotionnelle que tu prends au cours de la journée. Que répondre ?
qu'éviter, quoi remettre à plus tard, quoi supporter. Lorsque tu arrives enfin au moment d'étudier ou de travailler, cette réserve est déjà épuisée. Les personnes véritablement disciplinées ne gagnent pas parce qu'elles ont plus de force de volonté. Elles gagnent parce qu'elles en utilisent moins. La différence ? Des systèmes. Un système est toute structure qui élimine le besoin de décider. Une heure fixe, un lieu défini, une action initiale toujours identique. Le système ne te demande pas comment tu te sens. Il ne négocie pas. Il n'attend pas l'inspiration. Il se met simplement en place. C'est pour cela que certaines personnes peuvent s'asseoir pour travailler presque automatiquement. C'est pour cela que commencer cesse d'être une bataille. Non pas parce que la tâche est plus facile, mais parce que le cerveau a déjà appris la séquence. Le cerveau adore ce qui est prévisible. Il déteste l'ambiguïté. Quand chaque jour tu commences d'une manière différente, le cerveau se met en alerte. Quand le début est toujours le même, le cerveau se détend. Et voici la clé que presque personne ne comprend. La discipline ne se construit pas en augmentant l'intensité, mais en réduisant la friction du départ. Les personnes indisciplinées pensent à beaucoup avancer. Les disciplinés pensent à activer, ouvrir le cahier, s'asseoir, écrire une ligne. Pas pour progresser, pour briser la résistance. Une fois activé, le système fait le reste. Si tu as besoin de te motiver pour commencer, ton système est mal conçu. La motivation ne devrait pas être nécessaire pour ce qui est important. Elle est trop instable pour soutenir quelque chose sur le long terme. Une discipline solide repose sur des débuts si clairs et si petits qu'ils ne demandent aucune énergie émotionnelle. Et lorsque le début est réglé, la constance cesse d'être un mystère. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin, ce qui se produit lorsque ce mode d'action se répète dans le temps et comment cela cesse d'être quelque chose que tu fais pour devenir quelque chose que tu es. Lorsque tu agis de cette manière, encore et encore, quelque chose se produit qui va bien au-delà de l'habitude, un changement d'identité. La plupart des gens vivent dans un état d'essai permanent. J'essaie d'être discipliné. Voyons si cette fois j'y arrive. J'espère que demain j'aurai plus envie. Ce langage intérieur paraît inoffensif, mais il est instable, parce qu'il transforme la discipline en quelque chose de provisoire. Les personnes disciplinées ne pensent pas ainsi. Non pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce que leur identité n'est plus en discussion. Elles ne se demandent pas si aujourd'hui elles vont tenir. Tenir est la norme. Cela ne signifie pas qu'elles ne ressentent pas de résistance. Elles la ressentent. La différence, c'est qu'elles ne l'interprètent plus comme un signal. Pour elles, la résistance n'est pas un argument, c'est un bruit de fond. Et voici le point clé. Lorsque tu répètes l'action même sans envie, ton cerveau commence à mettre à jour l'image qu'il a de toi. Il commence à te voir comme quelqu'un qui agit sans dépendre de son état émotionnel, quelqu'un de fiable, quelqu'un de cohérent avec lui-même. Cette confiance intérieure ne se manifeste pas par de l'euphorie. Elle se manifeste par de la stabilité. Tu n'as plus besoin de te faire des promesses. Tu n'as plus besoin de te punir quand tu échoues. Tu n'as plus besoin de te motiver avec des discours. Tu commences parce que c'est ce que tu fais. Et cette identité a un effet secondaire puissant. Elle réduit le conflit intérieur. Avant, chaque session était une négociation. Maintenant, c'est une transition. Tu t'assieds, tu commences, tu exécutes, sans drame. La discipline cesse d'être une lutte quotidienne et devient une caractéristique silencieuse. Elle ne se remarque pas de l'extérieur. Elle ne suscite pas d'applaudissements. Mais elle soutient tout le reste. Et voici quelque chose d'important. Ce type de discipline ne te rend pas rigide. Il te rend adaptable. Parce que lorsque tu ne dépends plus de la motivation, tu peux ajuster l'intensité sans briser la chaîne. Des jours intenses. Des jours minimaux. Mais jamais zéro. Dans la prochaine et dernière partie, nous allons boucler la boucle. Nous verrons ce qui se produit sur le long terme lorsque tu fonctionnes ainsi et pourquoi cette manière d'agir sépare inévitablement ceux qui avancent de ceux qui passent leur vie à attendre de se sentir prêts. C'est ici que tout se sépare définitivement, car au final, la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués ne réside pas dans l'intelligence, ni dans le talent, ni même dans l'ambition. Elle se trouve dans ce qu'ils font lorsqu'ils ne ressentent rien. La plupart des gens passent leur vie à attendre le bon moment, le jour où ils auront plus d'énergie, la semaine avec moins de stress, l'état mental idéal. Ce moment n'arrive presque jamais. Et pendant qu'ils attendent,
Il justifie l'inaction avec des idées qui semblent raisonnables. Je ne veux pas mal faire. Quand j'aurai plus envie, je commencerai sérieusement. Là, je ne suis pas performant. Mais la vraie discipline n'attend pas des conditions parfaites. Elle opère même lorsque le contexte est médiocre. Non pas parce qu'elle est héroïque, mais parce qu'elle est pratique. Voici l'avertissement le plus important de toute cette vidéo. Si tu continues d'attendre la motivation pour agir, tu entraîneras ton cerveau à ne répondre que lorsque l'émotion pousse. Et cela te maintiendra toujours réactif, toujours dépendant, toujours en train de commencer, puis d'abandonner. À l'inverse, lorsque tu agis même sans envie, quelque chose de silencieux mais décisif se produit. Tu commences à construire une confiance avec ton moi futur. Chaque fois que tu t'assieds et que tu commences de sans négocier, tu envoies un message clair. Tu peux compter sur moi. Cette confiance ne se ressent pas comme quelque chose de spectaculaire, mais elle s'accumule. Et un jour, tu réalises quelque chose d'important. Tu n'as plus besoin de te convaincre, tu n'as plus besoin de discours, tu n'as plus besoin de motivation. Tu commences parce que commencer fait partie de qui tu es. La discipline cesse d'être une bataille et devient un avantage silencieux. Pendant que d'autres se débattent avec eux-mêmes, toi, tu es déjà en mouvement. Pendant que d'autres attendent de se sentir prêts, toi, tu construis. Et dans quelques mois, ou quelques années, ce ne sera pas la motivation qui fera la différence. Ce sera cette identité calme, répétée, inévitable, qui s'est formée chaque fois que tu as agi alors qu'il n'y avait aucune raison émotionnelle de le faire. C'est ce type de discipline qui ne se brise pas, parce qu'elle ne dépend pas de ce que tu ressens aujourd'hui. Elle dépend de la personne que tu as décidé d'être.